Je suis avec Alexandre Traîneau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on est chez vous, chez Eurodifroid. Tout d'abord, merci de nous avoir accueillis ici. Ce qui m'intéresse, c'est votre parcours scolaire. On ne va pas revenir évidemment sur la maternelle, mais en tout cas l'après-bac, peut-être. Quel a été le parcours? Oui, tout à fait. J'ai fait une école d'ingénieur, Centrale Paris en l'occurrence. J'ai complété ma formation par quelques années dans le conseil opérationnel, mais j'ai rapidement finalement opté pour la voie familiale et donc Eurodifroid. Alors, présentation de l'entreprise Eurodifroid. Alors, tout est quasiment dans le titre. Qu'est-ce que vous faites et dans quel secteur d'activité vous travaillez? Alors en effet, on fait des systèmes de refroidissement. Là, il n'y a pas de miracle. Nous travaillons uniquement dans le domaine industriel sur des niches assez variées. Et je dirais que finalement, Eurodifroid, c'est une entreprise à vocation de process industriels complexes, à relative forte valeur ajoutée. Et par opposition, nous n'intervenons pas sur des sujets tels que la climatisation de confort, le tertiaire, le bâtiment, la réfrigération. Par contre, on va sur des secteurs tels que la mécanique, la machine-outil, l'aéronautique, et puis des secteurs qui aujourd'hui parlent beaucoup, comme l'hydrogène évidemment, qui fait valeur de référence. Elle existe depuis combien de temps cette société? C'est une entreprise qui a été créée donc, par mon père en 1989, donc 35 ans d'existence. Combien de salariés? 55 personnes aujourd'hui. Répartis sur finalement beaucoup d'activités des activités variées, puisque on conçoit des unités, mais on les fabrique également, on les teste, on les met au point et on va les mettre en service chez les clients. Donc ça fait finalement beaucoup de métiers qui se recoupent dans cette équipe de taille moyenne. Avec des succursales ou là on est au siège de la société? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises ailleurs? Notre vocation, c'est d'être concepteur et constructeur, donc un seul site. Ouais. Et justement, on a des relais sur le terrain pour assurer des présences locales indispensables pour parfois mettre en service, comme je disais, mais aussi surveiller, maintenir ou encore réparer si nécessaire. Donc un seul foyer et un réseau de partenaires qui nous permet de couvrir notamment très bien le territoire français. Oui, c'est la question que j'avais posée au niveau géographique. Vous n'êtes pas essentiellement basé sur l'ouest. Notre activité est principalement quand même de la proximité, puisqu'il faut décortiquer des cahiers des charges, décortiquer des spécifications ou les écrire avec les clients. Donc c'est pour cette raison qu'on a plutôt vocation à être présent sur le territoire national, mais aucune régionalité particulière. Donc on opère France entière. Alors, question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous rêviez de prendre cette boîte quand vous étiez petit? Ou c'est venu un peu par hasard? Bon, il n'y a pas vraiment de hasard, c'est pas non plus un rêve. Les premières immersions, enfin en tout cas un parcours d'entrepreneur comme celui de mon père et de créateur, c'est forcément une histoire qui se conjugue avec la famille. Donc on est forcément immergé dès le plus jeune âge dans le démarrage, les premières réussites ou les premiers couacs de l'entreprise. Donc très rapidement, j'ai d'une certaine manière contribué un stage par-ci, un stage par-là, à compter des raccords ou à faire des stocks. Donc bon, naturellement, il y avait cette opportunité qui était au bout de mon parcours. Et je l'ai saisi finalement. Donc c'est plus une opportunité qui m'a permis de rentrer dans l'histoire plutôt que des vocations plus profondes. Est-ce que ce sont des choses qui se font facilement, l'héritage paternel comme ça Alors, quand vous avez repris la boîte, c'était en quelle année? Ça a été plutôt un processus de transition douce, puisque maintenant ça fait une quinzaine d'années que je travaille chez Eurodifroid. Il a dû y avoir un changement de statut il y a 7 ou 8 ans, et mon père est parti à la retraite il y a 5 ans, donc il y a eu plusieurs étapes finalement dans cette transition. Est-ce que c'est lourd à porter un héritage comme celui-ci ou on se pose pas trop la question? Il y a eu des questions aussi, nécessairement, mais aujourd'hui, ça, c'est derrière moi, je veux dire. Donc, avec le recul, en effet, il y a des discussions qui sont forcément différentes parce qu'elles se passent en famille plutôt qu'un contexte purement professionnel, évidemment. Par contre, le poids
le poids d'une forme d'héritage, pas tout à fait. C'est vrai qu'il y a une responsabilité de toute manière à partir du moment où on est à la tête d'une équipe. Et finalement, c'est peut-être aussi le rôle de n'importe quel manager. Donc, il y a un poids des responsabilités, mais il n'y a pas non plus un héritage à assumer. C'est pas exactement les termes que l'on pouvait avoir avec mon père. Ouais. Et une autre manière aussi, sans doute, de gérer l'entreprise, de la manager. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça aussi qui fait quelques étincelles lorsqu'on est deux aux manettes. Donc, en effet, les manières de faire sont peut-être un peu différentes, sont complémentaires bien souvent. D'ailleurs, je dissocie souvent quand on est dans ces discussions le rôle du créateur du rôle du directeur aujourd'hui. Finalement, créer une entreprise, créer un business, créer une activité, c'est finalement des valeurs relativement différentes de celles qui sont nécessaires pour les rendre pérennes, les développer, les redévelopper ou les exploiter. Donc c'est aussi ça qui explique les différences de points de vue et la richesse des échanges qu'on a pu avoir. Ces valeurs, quelles sont-elles à l'origine, évidemment, il y a une prise de risque plus ou moins considérée, c'est normal. C'est le rôle d'un créateur que d'avoir une conviction, d'avoir une idée et de la mettre sur papier, mais en partant de zéro. À l'inverse, lorsqu'on arrive dans une entreprise qui a déjà un socle, et c'était mon cas, puisque je suis arrivé après une petite vingtaine d'années de fonctionnement de l'entreprise, et donc une activité qui était déjà pérenne, on s'appuie déjà sur des fondamentaux, on s'appuie sur des éléments qui fonctionnent bien, sur une base client qui nous fait confiance, et puis à l'inverse, on peut prendre le temps d'analyser ce qui freine, ce qui bloque au développement des étapes suivantes. Donc là, c'est plutôt des valeurs au début, on va dire, d'analyse. La prise de risque est un peu différente nécessairement. Alors, il y a un mot que vous employez assez régulièrement, que j'aime bien, que je voudrais qu'on parle, c'est le mot créateur. Quelle est votre définition justement du créateur? C'est un directeur, un président qui, chaque jour, essaye d'être le plus créatif possible, ou est-ce que c'est plus le créateur d'entreprise que vous quand je dis créateur, c'est créateur d'entreprise, en effet. On peut opposer le créateur de l'entreprise et puis le créateur de valeur. Ouais. En effet, c'est deux choses différentes. Le créateur d'entreprise a quand même est l'alpha de l'histoire de l'entreprise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une prise de risque bien plus forte qu'au quotidien. Imaginer un process nouveau, une machine nouvelle pour répondre à un besoin particulier. C'est deux notions relativement différentes. Alors, vous gérez de l'humain, évidemment, dans votre poste. Comment ça se gère, ça? C'est l'expérience qui joue, ou vous... La richesse, en tout cas, de l'entreprise, comme je le disais, c'est que nous avons des postes qui sont très variés, très différents, avec forcément une partie très opérationnelle, puisqu'on vit en fabriquant et en livrant des machines. Mais avant cela, évidemment, il faut les concevoir, il faut répondre à des spécifications d'ailleurs de plus en plus ambitieuses et complexes sur des secteurs d'activité que je citais à aujourd'hui très forte valeur ajoutée. Donc nécessairement, avant de parler d'un management, c'est des modes de management qui sont très différents. Et justement, on est dans une phase de l'entreprise cruciale pour s'assurer d'un socle et repartir peut-être sur un nouveau cycle de croissance, qui est de déléguer ce management et ces prises de responsabilité au sein d'équipes de plus en plus structurées, de plus en plus responsables de domaines d'activité de l'entreprise propres. Et finalement, c'est un deuxième niveau de croissance que l'on met en place progressivement, qui est déjà bien actif. Et finalement, aujourd'hui, le rôle de management, c'est forcément de la proximité. Quand on est dans une petite entreprise de 55 personnes, il y a des valeurs de proximité. On se connaît forcément tous. On doit rester à l'écoute les uns des autres. Ça vaut pour moi, bien évidemment, comme pour tous les collaborateurs. Mais à côté de ça, en effet, c'est une rigueur plus assumée et une passation de responsabilité plus forte pour être sûr que sur un nouveau socle plus élargi, on va pouvoir construire de nouvelles choses et de nouveaux projets. Avec la porte du bureau du CIO qui est toujours ouverte? Oui, en effet, oui. à la frontière entre la partie prod et la partie bureau d'études, donc je suis bien placé pour avoir
les pieds dans les deux domaines. Alors vous avez déjà une expérience de la direction d'entreprise. J'imagine qu'on ne gère plus une entreprise comme dans les années 80. On est en 2024 ou dans les années 90. Qu'est-ce qui fait la force de la gestion d'une entreprise comme la vôtre? Quelles doivent être les qualités d'un chef d'entreprise, d'une TPE ou PME? Je ne suis pas certain d'avoir réponse à la question dans tous les domaines, tout domaine confondu, tout du moins. Certainement qu'il y a des valeurs communes. Moi, je considère que dans une entreprise telle que la nôtre, 55 personnes, dans des marchés de niche, comme je vous l'ai cité, l'une des valeurs principales vis-à-vis de nos clients, c'est la réactivité. Qui doit s'exprimer évidemment par une réponse simple, mais dans des timings relativement serrés, pour jouer justement d'organisation relativement souple et des râteaux limités, bien sûr. Et l'autre valeur, c'est la réactivité d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire proposer des solutions innovantes, se mettre beaucoup moins de carcans et de limites que ce qu'on pourrait avoir dans des organisations plus lourdes qui ont forcément d'autres avantages. Et l'une des difficultés justement d'un projet qui est en relative croissance, c'est de garder ces valeurs-là, de garder cette réactivité qui est contradictoire avec des équipes plus structurées. Donc voilà un challenge que je demande à mes responsables et managers. On dit souvent que le papa crée l'entreprise et le fils la développe. Est-ce qu'il y a des ambitions pour Rodifroid ou vous souhaitez rester dans la structure, en tout cas dans la forme que vous avez à l'heure actuelle? L'ambition n'est pas forcément de croître ou pas. Le fait est qu'il y a quand même eu une certaine croissance entre le moment où je suis arrivé. On faisait grosso modo 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui on en fait plutôt le triple. Donc il y a déjà quelque chose qui est en marche. Mais au-delà de cette affaire familiale, l'entreprise est sur un vrai créneau d'opportunités. Depuis quelques années, mais on a réussi à le structurer, en tout cas à structurer la première phase. Et ce qui est en train de se dérouler sur les quelques mois passés et les quelques mois à venir, c'est un vrai programme d'investissement. Vous êtes dans des locaux qui nous appartiennent depuis à peine un an, que l'on a intégré il n'y a que 6 mois. Donc on était dans un local 2 fois plus petit auparavant. Et en complément de ça, on va lancer la construction d'une nouvelle usine qui sera plutôt à vocation centre d'essai, centre d'excellence, entre guillemets, ou en tout cas de mise au point des machines les plus complexes. Donc un vrai relais d'investissement, non pas parce qu'il faut croître, etc., mais parce que finalement on a réussi à faire nos preuves dans ces secteurs à plus forte valeur ajoutée dont je vous parlais, et qui vont très certainement continuer à nous porter. Mais avec des enjeux et des exigences beaucoup plus fortes peut-être que les secteurs d'activité plus traditionnels qui étaient ceux à l'origine de l'entreprise. Être chef d'entreprise comme vous, même pour une entreprise avec 55 salariés, c'est beaucoup de responsabilités, de la pression sans doute aussi, vous allez me le dire. On arrive quand même avec aussi, même si ça fonctionne bien, on est quand même dans des environnements économiques qui parfois sont difficiles, de la concurrence sans doute aussi. On arrive à sortir un petit peu de l'entreprise où même le week-end on est dedans, où on souffle quand même. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à la question, si vous voyez ce que je veux dire, mais je garde, je pense, une vie de famille à un équilibre que je juge approprié. Alors évidemment, on y réfléchit un peu régulièrement à nos temps perdus, des idées qui viennent parfois justement de situations bien différentes de celles du travail du lundi au vendredi. Voilà, et des analogies qui peuvent venir de situations personnelles, mais qui sont applicables dès le lundi matin pour des nouvelles idées ou des nouvelles réorganisations. Ouais. Ouais. Si vous aviez quelque chose à dire à des entrepreneurs qui voudraient se lancer, ou peut-être même à des personnes qui vont reprendre l'héritage familial, quels seraient les bons conseils, même si il n'y a pas très très longtemps que vous êtes en poste, mais quand même, est-ce que vous avez déjà des conseils que vous pourriez leur donner?
Il y a plein de thèmes et de conseils nécessairement, je suppose. Mais si on est dans la continuité de ce que vous disiez, il est certain qu'il faut réussir à dissocier la part personnelle et professionnelle, même si on est sur un rôle de dirigeant et de responsable d'équipe ou d'entreprise. Ça, en effet, c'est l'équilibre de chacun qui doit être préservé. Et puis pour la dernière question, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant que chef d'entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, une expérience peut-être qui a marqué? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes arrivé dans votre bureau et que votre papa n'était plus là, ou vous avez pris officiellement les rênes? Est-ce que c'est un moment marquant? C'est une bonne question. Je dirais que l'élément marquant, je pense, pour lui comme pour moi, ça a été ce déménagement assez récent, puisqu'on était dans un bâtiment depuis 1998, donc il y avait quand même eu un gros bout de chemin fait dans cet ancien site, avec évidemment des travaux, des ajustements, des agrandissements, etc. Mais on a quand même... C'est forcément le fruit du travail initié et puis la continuité qui avait pu être donnée, que d'arriver dans un bâtiment qui est celui qui vous accueille aujourd'hui, qui permet vraiment de donner physiquement une nouvelle dimension à l'entreprise. C'est justement une manière de constater assez simplement le fait que on a certainement été porté par un peu de chance, par des opportunités, par peut-être un peu de structuration de certaines idées quand même, et que le fruit de ce travail arrive à quelque chose de plus cossu. Et malgré le fait que, en effet, l'entreprise ait 35 ans d'existence, on voit que les relais sont bien présents, que les opportunités offertes à des entreprises comme les nôtres sur un marché français qui regorge de moyens, d'énergie et d'opportunités, elles sont omniprésentes finalement. Tout est question de valeur ajoutée, de création de contenu, création de valeur par le dirigeant certainement, mais derrière c'est toute la continuité qui doit être assumée par les équipes. Et en tout cas, ce déménagement, pour revenir à votre question initiale, ce déménagement est un signal marquant. Je pense que, en l'occurrence, mon père a accueilli ça avec beaucoup de fierté. Il était un petit peu à la manœuvre d'ailleurs pour le déménagement, il nous a aidés malgré, il n'est jamais très loin forcément. Et puis pour moi comme pour les équipes, c'est regarder un peu différemment dans le rétroviseur le travail accompli et de se dire que là en l'occurrence il y a une conclusion plutôt sympathique qui finalement n'est qu'une nouvelle porte pour un horizon qu'on a encore à écrire. Donc le papa est jamais très loin. Oui. C'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Non, merci à vous. D'avoir accepté cette invitation pour ce podcast. Et puis bon vent à Eurodifroid, à votre belle entreprise. Merci, on en aura besoin. Et un grand merci. Vous pouvez retrouver donc l'écho des entrepreneurs, je le rappelle, qui est un podcast vidéo donc sur notre chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement l'écho des entrepreneurs. Donc vous allez le trouver facilement. Et puis sur les chaînes de streaming, Deezer, Spotify aussi, où vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien avec Alexandre. Merci beaucoup. Merci de cet échange.